Donc, mon parcours, je vais aller très vite. En fait, j'ai mis les pieds au Mali en 72. Je sortais du séminaire je voulais être prêtre à l'époque. Donc j'étais au séminaire de l'Institut catholique. Je suis arrivé au Mali où je me suis engagé sur place parce que je devais faire le service militaire et j'ai été réformé après un accident. Donc j'avais un salaire local, donc je vivais dans la vie normale du Mali. Et puis a commencé donc cette vie un peu entre les deux mondes. Je me suis marié à Ségou et depuis 30 ans, j'ai une action assez importante dans le champ, dans la vie artistique du Mali. J'ai à la fois cinéma, théâtre, j'ai écrit beaucoup des pièces créées au Mali qui ont tourné à l'étranger, etc. Donc c'est une partie de ma vie qui est tournée vers l'art, vers le théâtre, l'écriture de théâtre notamment, et de cinéma, et une profonde... disons qu'il y a deux pays qui m'ont construit et où je me sens chez moi, c'est la France, c'est mon pays de naissance, et il avait 20 ans d'avance sur le Mali, et puis le Mali, parce que c'est les pays qui ont alimenté ce que je suis aujourd'hui. Et ça a joué un rôle très important dans les réflexions que je vais vous dire, à la fois parce que j'avais un pied dans un champ fondamental pour la construction de l'humanité, qui est la production de notre champ symbolique, qui va être mis sous les mots art, sous les paradigmes qu'on connaît ici, mais qui se passent différemment dans d'autres civilisations. Et le fait d'être entre deux mondes, c'est-à-dire euh, d'avoir éprouvé la non-superposabilité des concepts, des paradigmes, des mots, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, le mot ethnie n'existe pas au Mali. Donc, c'est ce mot qui est complètement décisif dans la soi-disant compréhension scientifique que l'Europe a projetée sur l'Afrique. Quand vous demandez à un Malien comment tu dis ethnie en bambara, premier geste, c'est ça, c'est des yeux qui interrogent. Et puis, il va donner un mot qui va être chi, chia, qui veut plutôt dire lignée, et en fait, qui ne coïncide pas du tout avec ethnie. Et donc, je prends ce mot-là parce qu'il est fort, mais c'est tout. Donc, j'ai pris l'habitude, ça m'a donné une espèce de vision binoculaire. J'aime beaucoup la langue française, j'aime beaucoup la culture française et je l'ai gardée, j'ai continué à la cultiver, mais elle n'était plus elle n'était plus l'universel. Il n'y avait plus d'universel. Il y avait des visions un peu proches et qui donnaient beaucoup de relief à l'existence. Et d'ailleurs, ça m'a donné plutôt une belle vie. Donc, le livre, je vais faire une petite introduction. Et puis, je vais mettre... Et puis après ça, on discutera. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire qui s'est passée au Mali et qui pour moi est très significative. Il y a un très grand photographe malien qui s'appelle Seydou Keïta et qui est un homme qui en 1949 installe une échoppe de photographes à Bamako. Donc il s'installe, c'est un très bon photographe, il fait des photos magnifiques et il a une clientèle les gens sont contents de ses photos, donc viennent le voir, mettent les photos sur leurs murs, dans leurs albums, etc., et montrent à leurs amis, tout ça. Et puis, il avance dans la vie comme ça, il nourrit sa famille comme ça, il en vit. Et puis, dans les années 90, une photographe française de bonne qualité, avec un œil assez critique et aigu, voit ces photos et dit « ça, c'est un grand photographe », ce qui est vrai. Et du coup, il y a une espèce de transmutation. Seydou Keïta devient artiste. Le résultat de ça, c'est-à-dire le résultat de son passage dans les paradigmes de la production symbolique européenne, son effet concret, c'est que toutes ces images quittent le Mali, arrivent dans les galeries occidentales et deviennent la propriété des riches occidentaux.
Et donc, et on va faire des expositions. Après ça, dans les expositions, on va dire, on va faire une action pour que les gens des quartiers puissent venir voir les photos, alors qu'on les a arrachées au quartier. Enfin, on les a arrachées. Ça a été arraché. Parce que ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de voir comment la domination fonctionne toute seule. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire. C'est-à-dire que Françoise Huguet, au contraire, elle a eu Ouais, on connaît bien. l'intelligence elle a eu l'intelligence de voir quelque chose de grand dans un contexte où, en gros, elle aurait pu se dire, bon, c'est un petit artisan, etc. Donc ça, c'est de la liberté d'esprit. Et puis, quelque chose s'est passé tout seul qui a fait que c'est euh, de l'aspiration post-coloniale par consentement mutuel. Parce que les gens ont eu de l'argent contre ces clichés, etc. Donc l'argent aussi est entré dans cette affaire-là comme pour faire fonctionner cette affaire-là. Est-ce qu'on peut se sortir? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment s'est passée cette situation où le système de domination occidentale fonctionne tout seul? Ça commence au XVe siècle. Et là encore, une petite... c'est pas une petite histoire, mais si vous êtes allé au Louvre, voir la grande galerie du Louvre, où il y a la peinture dite des primitifs italiens, on voit une aventure de l'esprit humain absolument fabuleuse, fascinante, d'une beauté extraordinaire. On part de la Maestà de Cimabue, donc qui est encore un peintre qui considère l'être humain dans un cadre théologique, qui regarde l'être humain, le ciel, c'est l'or de la lumière divine, le trône de la Vierge est en perspective inversée, c'est-à-dire que c'est l'infini, l'infini divin, la perspective de l'homme. Et puis peu à peu, on met l'homme dans la boîte optique que crée notre œil. Il y a un problème qui est très amusant, c'est celui des auréoles. Par exemple, donc l'auréole, c'est le morceau de ciel divin qui est autour de la tête du personnage divin. Donc, on va avoir des tableaux, par exemple, de Giotto, qui est un des premiers à avancer dans ce sens-là. On voit la scène, donc il y a des apôtres qui sont de dos, et ils ont la tête dans la soucoupe dorée. Donc après ça, on va en faire une soucoupe volante, et puis après ça, ça va disparaître. Avec Léonard de Vinci, ça disparaît complètement. On produit un imaginaire dont l'étalon est l'homme, l'humain. Et donc, on passe d'une vision théologique à une vision humaniste. C'est la naissance de l'humanisme, là qu'on voit en image. L'homme est son autocréateur et il est la mesure il est la mesure du monde. C'est plus Dieu la mesure du monde, c'est l'homme, l'humain la mesure du monde. Cette affaire-là, je vous ai parlé des auréoles, c'est aussi une affaire qui invente un concept qui est le concept ou une pratique même qui est celle du progrès. C'est-à-dire que de Cimabue à Giotto, de Giotto à Fra Angelico, de Fra Angelico à Botticelli, de Botticelli à Raphaël et à Michel-Ange, on a quelque chose qui se passe qu'on peut lire comme une progression. Et donc, et cette progression, elle est liée, cette mise de l'homme au cœur de la représentation du destin humain, donc à la place de Dieu, se traduit aussi par une explosion de la liberté de la raison, donc de la science, des découvertes de la science, etc. Et donc ça, humanisme, progressisme. Et au même moment, et d'ailleurs un petit peu interconnecté, mais pas complètement, commence une entreprise politique terrifiante et gigantesque, qui est la conquête du monde par donc un petit groupe de nations européennes, le ravage des civilisations américaines, presque immédiatement le ravage des côtes africaines avec la traite des Noirs, etc. Comment expliquer, comment penser, comment vivre l'humanisme en faisant ça? Et donc, un troisième pilier va s'ajouter qui est le racisme. Il y a des humains accomplis, donc c'est pour eux l'humanisme, c'est donc plutôt les mecs que les femmes,
et donc, et les autres sont des sous-hommes. Et donc, l'humanisme ne s'applique pas à eux, puisqu'ils sont faits pour servir l'homme accompli. Et donc, on a cette construction très paradoxale, d'ailleurs, qui ne disqualifie pas l'humanisme, mais qui est quand même, qui le remplit, qui le tresse avec une saloperie immonde qui dure jusqu'à présent. Donc, on a ce trépied-là, et le nœud de ce trépied, c'est l'invention de la race blanche. Donc, il faut, pour qu'on dise que quelqu'un est supérieur, il faut dire qui est supérieur là-dedans. Et donc, on va inventer la race blanche. La race blanche, c'est pas un concept, c'est une espèce de monstre idéologique qui va donc découper l'humanité. Par exemple, moi, je ne suis pas de la même race que mon fils, parce que ma femme est malienne, donc notre fils ne peut pas dire qu'il est blanc. Parce que blanc, c'est les gens dont le corps et dont la généalogie n'a été souillé par aucun autre sous-homme. Et ça dure jusqu'à présent. C'est-à-dire que mon fils ne peut pas dire qu'il est. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu appartiens à la race blanche? Non. Je n'appartiens pas à la race de mon père. Ça donne, quand on le dit comme ça, je trouve que ça donne toute la vacuité et le maléfice de cette invention de la race blanche qui reste extrêmement active. On le voit en ce moment avec tout ce qui s'est passé autour de... Et c'est justement d'ailleurs autour de ça, je pense que le soulèvement qui a suivi le lynchage de George Floyd est très intéressant parce qu'il met en cause ça. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Donc, de cette histoire naît l'idée qu'il y a une histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, une histoire unique, et que cette histoire unique a une locomotive qui est le monde blanc. Les autres, à la rigueur, peuvent courir derrière, monter dans un wagon, mais il y a une histoire de l'humanité, et cette histoire se reproduit aussi dans le champ culturel, qui est très important, puisque c'est lui qui, en fait, la légitime aussi dans nos affects, etc. Par exemple, on va avoir une histoire de la musique qui est une histoire progressive, progressiste, d'émancipation de l'harmonie. On a le modal, ensuite on a le tonal, ensuite on a le contrepoint qui délire complètement, magnifiquement avec Bach, et puis on va avoir une espèce de transtonal avec Wagner, et puis on arrête, c'est fini, on a tout fait avec l'école de Vienne, atonal, il n'y a plus de... donc point final. Même chose avec la peinture. On va se dégager de la représentation théologique, et puis on va avoir Delacroix, et puis on va avoir Manet, Monet, Picasso, et puis Malevich, le carré blanc, et Duchamp, la chiotte signée. Point final. On est allé jusqu'au bout possible de cette histoire. Mais c'est compliqué à penser parce que cette histoire... donc, normalement, on serait passé à autre chose. Dans les classifications, on va dire moderne. Donc, cette histoire, c'est les temps modernes. La modernité, c'est ça. C'est ce vecteur unique, gradué, sur lequel les choses avancent ou reculent ou traînent, etc. Et qui est l'histoire conduite par le monde occidental. Vous voyez bien que chez nous-mêmes, notamment chez les marxistes, c'est présent aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est... c'est une construction, l'idée du passage par exemple, la très grande difficulté, mais quand même, ils avaient un petit peu une intuition, mais le fameux mode de production asiatique, etc. On tourne autour d'une mise en cause de l'idée qu'il y a l'histoire unique, mais en gros, on la conserve. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas une importance centrale à un des aspects de la construction de l'humanité qui se tresse, qui se tisse avec le capitalisme, mais qui n'est pas le capitalisme, qui est la domination occidentale, la suprématie blanche, qui est autre chose et qui demande sans doute une autre révolution
bon, coordonnés avec la révolution anticapitaliste et avec la révolution écologique. Mais c'est des champs qui ne sont pas, c'est des champs qui ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas de détermination en dernière instance accordée à l'un ou à l'autre. Donc, on va se poser la question. On va dire, bon, les temps modernes, c'est fini, maintenant on passe à contemporain. Le mot est très beau, parce que contemporain, c'est un peu le contraire de moderne. Moderne, c'est un vecteur, contemporain, c'est une juxtaposition. Et on le voit un peu, c'est-à-dire, on le voit un peu, mais en gros, quand même, dans le système culturel français notamment, le contemporain, ça veut dire super moderne. Ça fonctionne comme super moderne. Je continue à faire avancer le schmilblick et il faut que ça soit, et ma carrière dépend de la reconnaissance de mes pairs. Ah oui, il a fait avancer le schmilblick d'un point de vue moderne. Il y a un événement artistique que je considère moi comme fondateur de la notion de contemporanéité et de ce qu'elle propose, de ce qu'elle nous propose d'assez magnifique d'ailleurs, une très belle aventure, c'est la naissance des gospels, du blues et du jazz. On a des gens qui ont été déportés, qui ont été enlevés d'Afrique, dont beaucoup d'ailleurs sont nés en Afrique, qui sont mis au travail comme esclaves dans les plantations donc des Antilles, d'Amérique, etc. Et ces gens-là, à un moment donné, chantent. Et ce chant est d'une importance énorme parce que on leur dit tu es une merde, tu es une marchandise, tu es une chose, tu es un sous-homme, etc. Et ils chantent. Et ils chantent d'ailleurs, c'est assez curieux et intéressant à analyser, en disant oui, il y a Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il y a Dieu, c'est-à-dire qu'on a une espèce de renversement par rapport à l'émancipation qui a été liée dans l'histoire occidentale en prenant de la distance avec la religion. Et là, au contraire, l'appel à Dieu est un appel plutôt libérateur. Et on en voit des effets négatifs et des effets positifs aussi. Et on va avoir quelque chose qui ne ressortit pas du tout à ce que j'ai dit tout à l'heure de l'histoire de la musique. C'est pas du tout, ça n'entre pas du tout dans le vecteur très magnifique. Hein, c'est pas pour déconsidérer Bach ou Wagner, mais le vecteur progressif de l'émancipation de l'harmonie, c'est pas du tout le problème du jazz. Ses racines, ses fonctions, sa matérialité, etc., fonctionnent différemment. Et donc, au lieu d'avoir une seule histoire, on en a deux. Et c'est pas l'histoire de la musique américaine, de la musique savante américaine qu'on retient du 19e siècle, c'est le jazz qui a changé l'oreille du monde entier. Donc, c'est possible, c'est magnifique comme effet, c'est-à-dire ça enrichit énormément l'humanité. On peut penser l'aventure de la musique au moins sous deux rapports. Maintenant, donc, de tout ça, on voit, et ça, moi je le vis aussi, je suis également directeur d'un théâtre en Essonne, tout notre système culturel fonctionne sur le principe de la modernité, sur le principe du vecteur unique, qu'il s'agisse des plans de carrière des grands chefs de la culture, de la hiérarchisation, scène conventionnée, scène nationale, CDN, théâtre national, etc. On est dans un système concentrique, vectoriel, dans lequel l'important c'est de repérer ce qui fait avancer le schmilblick et de le mettre en avant. Donc on est vraiment resté dans un système qui, de mon point de vue, est complètement dépassé. Et un de ses effets, donc c'est une des thèses du livre et c'est de là que vient son titre, c'est la fétichisation. C'est-à-dire que avec ce système, on aboutit à des obscénités extraordinaires. Par exemple, on va mettre un tableau de maître dans un coffre-fort, en considérant qu'il a de la valeur dans le coffre-fort. Il n'en a aucune.
Et là, c'est exactement la même. Là, j'emploie fétichisation au sens où Marx parle de la fétichisation de la marchandise ou du billet de banque. Le billet de banque a zéro valeur, mais il n'a de valeur qu'en tant que symbole d'un rapport social ou comme moyen de créer un rapport social. Le tableau de Matisse n'a aucune valeur dans un coffre-fort. Il n'a de valeur que quand quelque chose, un événement social, se passe autour de lui, qui est ma visite d'un musée, c'est l'émerveillement que j'ai, la façon dont ça ouvre ma représentation des formes, des couleurs, etc. Même chose, on va avoir une pièce révolutionnaire de Brecht, jouée à 30 € la place dans des espaces dont les codes sont les codes de la bourgeoisie et d'une petite partie de la bourgeoisie, de gauche d'ailleurs souvent. Et on va avoir donc quelque chose qui est pour moi une obscénité, c'est-à-dire un texte qui a été fait pour remuer les relations sociales, pour mobiliser les révoltes, etc., contre un monde d'injustice, qui devient un instrument, un rite de construction de la classe dominante. Et on a, bon, j'avais fait un papier là-dessus, Avignon, fabrique de la classe dominante, mais quand on va à la cour d'honneur, 40 € l'entrée, si vous voulez des places gratuites, il faut prouver que vous êtes anormal. Oui, je suis borgne, ma femme a le sida, bon, il faut trouver quelque chose. Mais la personne normale, c'est celle qui peut payer 40, 80 quand on est deux. Et donc, le signe social de cette affaire-là est très fort, c'est-à-dire c'est un signe de construction d'une humanité, d'une société hiérarchisée. Donc, la question maintenant, c'est passer à autre chose. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et bon, j'ai essayé, moi, dans mon existence et dans mon travail, j'ai été un peu contraint puisque on crée des spectacles au Mali où les paradigmes ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, il y a d'ailleurs des effets assez marrants. C'est-à-dire que notre compagnie vient souvent chaque année en France, puisque le théâtre de l'Arlequin a été confié à la compagnie. Et on a un rapport très intense avec le lycée professionnel qui est à côté du théâtre. Il y a un effet fort. Alors, et ces jeunes de ce lycée professionnel, électronique, électricité, sont devenus des fans de danse contemporaine, des fans de théâtre. C'est extraordinaire. Mais ils ont en face d'eux des gens qui n'ont pas en eux le paradigme de l'artiste. Ils vont dire, ouais, je suis artiste, etc. Et donc, leur façon de parler n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que la façon sacerdotale dont souvent les artistes parlent, vous voyez, le spectacle que vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, mais par moment, il y a une petite lumière, vous allez le sentir, j'en suis sûr, etc. Cette façon de parler, c'est-à-dire en se sentant investi d'une fonction sacerdotale par rapport au fétiche, c'est là, l'art est un faux Dieu, mais une bonne piste, hein, c'est pas encore pour déconsidérer l'art. Cette affaire-là est un des fonctionnements, est un des verrous de l'appropriation de la production du champ symbolique par une grande partie de la société. Et c'est très intéressant de voir que ces jeunes sont passés au théâtre et au goût du théâtre parce qu'ils ont été dans des relations qui étaient là justement défétichisées. Je vais peut-être m'arrêter là et puis on engage la discussion. Ouais. Qui c'est qui a envie de donner un avis, réagir, poser une question? N'hésitez pas à rouvrir votre micro. Hein. Je l'ai éteint. Mais oui, Vincent, comment ça marche? Oui, moi je. tu parles. Ah, Nadine, vas-y Nadine. Non, Vincent a demandé la parole, tu y vas. Bon, et après, j'y vais. Envie, ouais. J'y vais. J'étais assez surpris, heureusement, malheureusement surpris par la dernière formulation de Jean-Louis sur la façon sacerdotale de parler de l'art, parce que
je pensais notamment dans le domaine du théâtre, très particulièrement dans le domaine du théâtre, au rapport, au moins en Occident, entre la cérémonie religieuse et ce que le théâtre emprunte à cette cérémonie religieuse pour faire théâtre. Et de ce point de vue, je me souviens d'un ami prof de maths et prof de théâtre qui disait je regrette vraiment, il était athée, je regrette vraiment, mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est amener mes élèves de théâtre à une cérémonie religieuse pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est, d'une certaine manière, que la théâtralisation, quoi. Et je me posais la question, Jean-Louis, par rapport au Mali et au théâtre que tu proposes, si les lycéens maliens, ils voyaient quelque chose qui relevait de la cérémonie religieuse ou pas du tout, quoi. Non, pas du tout. Les lycéens dont je parle, là, c'est des lycéens français. Hein. D'accord. Ceux dont je parlais là tout de suite, c'est des lycéens français. Donc, pour eux, c'est des enfants de lycées professionnels de banlieue parisienne. Donc, déjà, il n'y a pas que des blancs. Et c'est des enfants de milieux, les fameux milieux dits défavorisés. Et, comme dans le langage du théâtre, c'est le public qui est éloigné, c'est pas le théâtre qui est éloigné, c'est le public. On dit public éloigné, c'est quelque chose absolument extraordinaire comme expression. C'est-à-dire au Mali, on a le droit de tousser, on a le droit de venir avec son bébé, et s'il crie, il sort, etc. C'est pas la messe, quoi. Voilà. Alors que dans le théâtre huppé, disons, c'est vraiment impossible de tousser. Toute la salle, ça arrête le spectacle, tout le monde vous regarde. Enfin, c'est de la honte absolue. Donc, il y a ce rapport-là n'existe pas au Mali. On parle tranquillement. Et ce que j'aime bien d'ailleurs aussi au théâtre de l'Arlequin, c'est qu'en tout cas avant le début du spectacle, les gens aussi parlent normalement. Et ça, pour moi, c'est un bon indice. Mais en fait, c'est tout cet ensemble de, comment dire, de fétichisation. Enfin, c'est la fin d'une histoire. Donc, on est obligé de fétichiser la chose. Elle n'est plus très vivante et de créer cette situation qui fait que seuls les fidèles s'y retrouvent. Et les fidèles, c'est les vieux bourgeois blancs, en gros. Parce qu'ils sont les fidèles de cette affaire-là. Sur des spectacles qui pourraient, nous, quand on amène ou quand on va jouer au lycée, quand on amène les lycéens, ils sont enthousiastes. C'est-à-dire qu'on leur montre un truc de danse contemporaine, ils sont émerveillés, ils en parlent ensuite avec l'artiste, etc. Il n'y a aucune raison pour qu'un beau spectacle de danse ne touche pas la totalité des gens, par exemple. Surtout que la danse, c'est pas la verbalisation. Donc, les gens qui ont une petite difficulté dans la verbalisation, la maîtrise de la langue et tout ça, là, c'est quelque chose qui est... enfin, pour moi, c'est une très belle expérience, ça. Et tu penses, Jean-Louis, que c'est la fin d'une fétichisation ? Ah non, c'est pas la fin, mais la fin est souhaitable. C'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est comment on organise le passage à autre chose. Notamment, le fait de se sentir... Par exemple, l'Afrique, 1 milliard d'habitants à côté de chez nous. C'est énorme. Elle est, on va en mettre une petite pincée, diversité culturelle, etc., mais qui n'est qu'une annexe, qui va toujours être une annexe périphérique. Il n'y a pas de lieu de la conversation, en fait. Moi, ce que je dis, c'est une formule, mais substituer l'universalisme d'alignement à une universalité de conversation. L'universalité, c'est la conversation. Ah tiens, on a passé un dîner, c'était formidable. Une telle a dit ça, je n'étais pas du tout d'accord, mais quand même, c'était intéressant. C'est la conversation dont on se souvient comme étant la bonne chose.
Et je pense que la sortie de la domination occidentale dans ce domaine, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que, par exemple, bon, toute la politique culturelle de la France en Afrique, c'est on va vous apprendre les bonnes pratiques qui sont les nôtres. Et c'est ça, quoi. Alors, on va aller en formation, etc., pour que les artistes, qu'un artiste, par exemple, le mot traditionnel, qui est un mot que je trouve profondément imbibé de ce racisme structurel, on va dire le professeur Diop a fait sa conférence dans sa magnifique tenue traditionnelle. Ça passe comme une lettre à la poste. Mais si un professeur fait une conférence en costume cravate, c'est pas traditionnel, c'est normal. C'est ça la norme. Et donc c'est dans tout, c'est-à-dire ce racisme systémique dont on parle aujourd'hui, ce racisme structurel qui est l'enfant de 500 ans, c'est pas petit 500 ans, qui habite les Africains, qui habite les Européens, etc. Le champ de la culture est décisif pour le dissoudre. Il y en a un autre, parce que ça, c'est une chose aussi à quoi je crois qu'on doit être très, très attentif, c'est que la toute nouvelle génération, la génération Facebook, etc., est une génération qui est en train de déracialiser ses relations. Alors déjà, qu'une race disparaisse, c'est possible. On en a une qui est la plus nombreuse au monde, c'était les jaunes. Les jaunes ont disparu. On a des Chinois, il a bien le type chinois, etc., mais l'idée qu'il existerait une race jaune, ça fait rire maintenant quand on en parle. Et là, c'est évidemment le rééquilibrage symbolique lié à la puissance des pays d'Asie qui a fait que ça a supprimé la représentation racialisée. Pour l'Afrique, c'est pas fait. Mais dans la jeunesse, moi, mon fils, donc, comme je vous ai dit, sa maman est malienne, donc il est plus foncé que moi, il a les cheveux plus frisés que moi, etc. Mais il me dit, papa, c'est fini entre nous. C'est-à-dire qu'il ne se catégorise plus comme il blague, hein, toi le malien, toi le congolais, toi le breton, etc. Mais ils ne se ressentent pas faisant partie d'une race. Et c'est la même chose que je vois au Mali. Et je vois au Mali, j'ai connu, donc comme je vous dis, ça fait très très longtemps, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le champ culturel. Il y a 25 ans, j'étais vraiment le blanc. Je pouvais faire tous les efforts que je veux. Et quand on me faisait une petite... on me volait, on me trompait, on me mentait, on vengeait le colonialisme, donc ce n'était pas grave. Assez désagréable quand même. Mais ça, avec la jeune génération, c'est fini. Et je crois, bon, c'est peut-être ça, c'est une interprétation que je fais, et cette jeune génération, il y a ça. C'est-à-dire que toute la journée, elle devient le centre du monde en appelant son cousin qui est aux États-Unis, en conversant avec quelqu'un qui est dans etc. Et donc, la représentation d'un monde en réseau, et non plus d'un monde vectoriel ou concentrique, est véritablement devenue une pratique quotidienne de toute la jeunesse. Et c'est leur langue maternelle. Moi, par exemple, ce n'est pas ma langue maternelle, je me débrouille, mais je vois, si je demande à mon fils, tiens, Djibril, là, je ne sais pas quoi faire, ça y est, c'est terminé. Parce que pour moi, c'est comme l'anglais, même si je le parle un peu, je traduis. Il faut que je traduise la langue informatique et je fais ce petit effort. Pour eux, c'est naturel et donc le fonctionnement en réseau, c'est-à-dire le centre est partout et la circonférence nulle part, est en train de changer, rend très compliqué cette catégorisation racialisée qui était liée à un monde qui avait un centre et des périphéries. Donc tout ça, c'est des choses magnifiques aussi. Nous, on peut se saisir parce que ça fait partie de tous les systèmes de domination, d'exploitation, etc. Et c'est un champ qui est assez spécifique en fait, mais énorme. Et qu'on a tout notre vocabulaire est le vocabulaire du détail, comme dirait Le Pen. C'est-à-dire la conquête du monde, le ravage des civilisations américaines, l'assujettissement de l'Afrique, ce n'est pas un détail dans l'histoire du monde.
Mais quand on parle du commencement de cette histoire, on dit la découverte de l'Amérique. C'est le début de l'invasion du monde. Bon, la découverte de l'Amérique. Et tout notre vocabulaire, la question des statues, par exemple, dont on parle en ce moment, déboulonner les statues. Il y a à Pontoise une statue d'un gars qui a 3 hauts faits. C'est Charles Victoire Emmanuel Leclerc. Il a participé au coup d'État du 18 Brumaire avec Bonaparte. Bonaparte avait une sœur qui était un peu volage et qui voulait calmer. Il l'a mis dans le lit de ce gars, elle est devenue sa femme, et il l'a envoyé rétablir l'esclavage en Haïti. Non seulement il a fait la guerre en Haïti, c'est lui qui a trahi Toussaint Louverture, qui l'a envoyé mourir en France, etc. Mais il a envoyé à Bonaparte une lettre disant la seule solution, c'est de tuer tous les nègres des montagnes, c'est-à-dire femmes, enfants, etc. C'est-à-dire un projet génocidaire. Ce gars a sa statue à Pontoise. Non, allez pas chercher la petite bête, il a quand même été gentil avec la sœur de l'empereur. Enfin, vous voyez, on pourrait se dire, enfin moi je me dis, je serais même quelqu'un de droite, etc. Je suis avec mon gosse, je passe devant la statue. Papa, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Je serais un peu gêné parce que j'aurais l'impression quand même de lui dire on peut honorer des saloperies immondes. Mais ça passe. Arrête avec tes histoires. Enfin, moi, souvent, on me le dit parce que je suis sensible à ces questions-là, mais c'est vraiment tes obsessions de négrophile. Enfin, on ne me le dit pas comme ça, mais je le sens dans les regards, etc. Alors que c'est simplement remettre à sa place un événement absolument central dans l'histoire de l'humanité, qui se traduit par énormément de souffrances jusqu'à présent, et qu'on a les moyens aujourd'hui de faire basculer. C'est-à-dire la révolution. Cette révolution-là, elle est possible. Il faut être actif dedans et ça demande d'aller loin dans la perspective. Parce que tous les gens du système culturel dont je parle sont généralement des antiracistes. Ce n'est pas des gens qui méprisent les Noirs, qui se considèrent supérieurs aux Noirs, etc. Non, c'est des antiracistes. C'est la structuration profonde de notre société, de nos représentations, de l'histoire, etc. et de notre langue, de notre façon de parler, qui a produit cette situation qui s'auto-génère, comme je l'expliquais avec l'histoire de Seydou Keïta. La différence entre les deux approches de l'art, ce n'est pas aussi notre rapport au sacré, donc à la création, l'occidental, enfin entre guillemets, actuel, étant autocréé, ayant laissé Dieu de côté, alors que dans ces cultures-là, il y a quand même une transcendance avec quelque chose qui est peut-être mystérieux, mais qui fait qu'il n'y a plus de modestie quelque part dans la manière de se présenter et dans les représentations que l'on peut avoir de soi, ce qui conduit effectivement à se sentir supérieur et donc à pouvoir dominer les autres, puisqu'on est supérieur. Alors, une anecdote, moi je me souviens, il y a 30 ans, il y a longtemps, j'avais vu une pièce de théâtre à Ouaga. Et cette pièce de théâtre, c'était un groupe de jeunes noirs, jeunes filles et jeunes hommes, qui se préparaient pour partir, je ne sais pas si c'était en France ou en Europe. Donc, on voyait toutes les difficultés qu'ils avaient pour se préparer, pour traverser tout ce qu'il y avait à traverser. Et puis, à un moment donné, ils arrivaient en France, je crois. Et alors, à propos de l'image, justement, que l'on a des autres ou qu'eux peuvent avoir de nous, on voyait, ils arrivaient en France et ils trouvaient absolument ridicule, caricaturaux, tous ces jeunes Français, tous ces Français qui étaient en trottinette. Ça, c'était il y a 30 ans. C'est drôle quand même. Il y a 30 ans, ils avaient inventé dans leur pièce de théâtre la caricature de l'occidental en trottinette. Vous avez trouvé ça, alors avec le recul, là maintenant, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais l'histoire du sacré et puis de la création, il faut être maître de la création,
être acteur de la création ou à un moment donné avoir une référence. Quand je parle du sacré, je ne parle pas du religieux forcément. Hein. Ouais. Je parle sacré dans le sens qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, quelle hiérarchie on donne dans l'ordre des choses et des représentations. En fait, je pense que c'est pourquoi j'ai dit aussi l'art est un faux Dieu. Je pense qu'il faut aller au bout de l'affaire. Le paradigme de l'art et de l'artiste est un paradigme tout à fait valable, mais tout à fait singulier, lié à une histoire qui a fait que la production du champ symbolique, la production des objets par lesquels nos imaginaires construisent la communauté, par exemple le théâtre, hein, où on est là, on vit ensemble, on pleure ensemble, on a peur ensemble, on rit ensemble, on a la gorge nouée ensemble. Et dans l'histoire, depuis la Grèce, ça a joué un très grand rôle dans la construction de la communauté en Occident, et un rôle tout à fait honorable. On peut en discuter, bien sûr, avec d'autres pratiques qui arrivent à la même chose, c'est-à-dire la construction de la communauté, mais avec des paradigmes, des fonctions sociales, des moments, etc., qui sont complètement différents. Par exemple, l'idée du musée et tout ça, c'est vraiment très, très lié à ces paradigmes, à la fétichisation qu'ils peuvent susciter, pas nécessairement, mais qui peuvent susciter. Et c'est pour les civilisations africaines, ça n'a pas de sens. Si un masque est bouffé par les termites, on en refait un. Mais par contre, ça a du sens pour le marché de l'art. Parce que la question de l'argent est très, très importante par derrière. Là, il y a vraiment un travail spécifique à faire sur la question de l'argent comme reconnaissance, comme marque de cette fétichisation. Et quand on voit les prix qu'atteignent certaines ventes, enfin, on est dans un espèce de délire absolu, c'est-à-dire je suis riche parce que j'ai exploité mon prochain, donc j'ai accumulé dans les jeux de la bourse qu'il faut j'ai acquis des fortunes qui n'ont plus aucun sens pour un être humain. C'est-à-dire aucun sens par rapport l'homme le plus riche du monde, son estomac ne fait pas plus de 4 litres. Donc, et donc, je vais me faire des fantaisies. Et cette fantaisie-là, elle va jouer son rôle dans la fétichisation de l'art et dans le pillage dans le pillage par consentement mutuel dont je parlais au début, avec la question d'argent là est très, très importante. Alors que c'est des photos, on pourrait très simplement défétichiser l'idée de l'exemplaire unique, etc. Et moi, j'ai vu un photographe qui faisait des photos, il brûlait ses négatifs. Et en présentant ça comme un concept. C'est-à-dire qu'on est dans des choses qui, on pourrait très bien dire, ben non, mais gardez les photos, puis moi je vais la reproduire, et puis j'aurai exactement la même chose. Aujourd'hui, on peut faire ça sans problème. En même temps, il y a donc, par rapport au sacré, j'essaye de faire résonner ce que tu dis dans ma tête pour l'instant. C'est parce que je pense oui, il y a des choses comme ça. Par exemple, je pense ça mais c'est un peu le sacré au sens que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on représente un monde et on représente nos interactions. Donc on va avoir des magnifiques marionnettes de poissons qui vont être manipulées sur l'eau et qui vont aller toucher quelque chose effectivement dans le monde de la vie spirituelle des gens. Ce qui est un petit peu, chez nous, un petit peu coupé, effectivement, peut-être à cause justement de cette histoire spécifique de libération par rapport au religieux qui est au centre de la modernité. Et ça demande à... Nadine toute seule, vas-y. Ouais, vas-y. C'est aussi une vision plus holistique du monde. Il y a quand même quelque chose qui reste de l'animisme et ça me fait penser par exemple à, comment elle s'appelle, une pianiste
qui s'occupe de loups, Hélène Grimaud, je crois, qui disait que pour elle, pour être artiste, il fallait avoir conservé une part d'animalité en soi. Mais l'animalité, pas l'animalité bête, brute, hein, quelque chose justement du vivant, partagé par tous les vivants, et quelque chose qui dépasse notre rapport alors à la parole, mais plutôt à la parole qui veut trop tout expliquer, qui est en deçà encore de… La sensibilité chez l'artiste excède le discours et la parole. La manière de s'exprimer, justement, doit passer par l'art. Et c'est dans ce sens qu'elle parlait d'animalité. Ce n'était pas pour faire un retour en arrière, pour faire une régression. C'était justement… Et moi, je trouve que c'est très juste. Mais je vois un exemple par rapport à ce que je disais. Je continue à réfléchir à ce que tu disais là. Il y a une confrérie très très importante au Mali qui a structuré l'histoire du Mali depuis près de 1000 ans, qui est la confrérie d'Onso. Donc c'est une confrérie initiatique. On suit des initiations et on arrive à des niveaux plus ou moins élevés. C'est une confrérie qui a des pratiques, ils sont souvent traduits par chasseurs, ce qui est une mauvaise traduction, mais c'est une confrérie qui a des pratiques synégétiques assez importantes. Un donceau, quand il va couper un arbre pour ramener du bois pour faire le feu, pour faire la cuisine, il s'excuse auprès de l'arbre et il fait une libation. Parce que l'arbre fait partie de cette toute puissance de l'univers. Il est une partie de la puissance de l'univers. Donc il faut aussi se méfier. Cette puissance qui est libérée, ça a été bon pour moi, ça a été mauvais pour l'arbre. Donc cette représentation-là est très forte. Elle se traduit notamment dans la tradition des donceaux, dans la culture portée par les donceaux. Elle se traduit par des éléments philosophiques, mais par des éléments littéraires de très haut niveau, et par une musique absolument magnifique aussi, que nous, on va pouvoir classer, enfin que les Occidentaux vont pouvoir classer dans l'art et qu'on pourra mettre dans Africolor, dans des concerts à l'européenne. Hein. Donc, il y a des jonctions possibles. Est-ce que le rapport, effectivement, le rapport, c'est dans le rapport à la vie, je crois qu'il faut regarder, parce qu'une des caractéristiques de la fétichisation, c'est pas de courant d'air. Pas de courant d'air. On ferme toutes les issues et on vient écouter pieusement la pièce de théâtre. Et chaque fois qu'il y a un courant d'air, c'est généralement considéré comme dégradant un peu la qualité de ce qu'on voit. Or, ça n'est intéressant qu'à cause des courants d'air. Déjà, le fait qu'il y a des êtres humains sur scène, il y a des êtres humains dans les gradins qui s'écoutent, qui vivent des émotions ensemble à une place différente, etc. Donc, cette question-là, quel est le rapport à la vie de cette affaire-là? Est-ce que c'est simplement une mondanité qui permet à tel ou tel de faire une belle carrière? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est en corrélation avec la vie? Donc là, effectivement, c'est pour ça que je prends cet exemple, ça ne sera pas les mêmes corrélations ici que dans le cas, par exemple, d'une funéraille d'un initié donceau, où tous ces éléments que nous, on pourra appeler artistiques vont être présents dans quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre d'une cérémonie qui appelle à des représentations spirituelles ou un peu d'une autre nature, quoi. Jean-Marie? Oui, bonsoir, merci Jean-Louis voilà, pour cette intervention. J'avais 3 petites questions. En fait, c'est peut-être la même sous 3 formes différentes. La première, c'est que je reviens sur l'histoire du photographe que tu nous as raconté. D'ailleurs, tu as presque répondu à la question que je vais poser, mais bon, la formule, parce qu'elle va s'enchaîner avec les autres. Est-ce que le moment où ces photos de ce photographe deviennent art, est-ce que ce n'est pas le moment de leur marchandisation, c'est-à-dire donc de l'introduction de l'argent dont tu parlais à l'instant et donc du capitalisme? Mais alors, ça va nous amener peut-être dans une discussion sur la fétichisation.
la fétichisation n'est peut-être pas seulement corrélée avec le capitalisme, et l'animisme dont parlait Nadine tout à l'heure pourrait être aussi vu comme une forme de fétichisation. Ça, c'est ma première question. La deuxième, tu as symbolisé les deux vecteurs de l'histoire de la musique, et le vecteur occidental, et puis après le vecteur qui nous vient du blues, du jazz. Mais est-ce qu'alors on ne peut pas généraliser ton analyse, parce qu'il y a aussi une forte histoire de la musique orientale, de la musique indienne notamment. Donc si on généralise ta démonstration, il n'y aurait pas simplement une dualité, mais une multiplicité de ces histoires possibles. Et la troisième question, alors, je reviens sur cette fétichisation. Si la fétichisation est le moyen de transfigurer nos désirs, nos fantasmes, nos peurs, et notamment la peur de la mort, est-ce qu'on peut espérer mettre fin au fétichisme? Est-ce que ce n'est pas peut-être consubstantiel à notre condition? Bon. Et tu as dit au début que finalement, on avait abandonné en Occident Dieu comme la mesure du monde. On était passé à l'homme comme mesure du monde, as-tu dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de passer à peut-être une nouvelle étape, la machine, l'intelligence artificielle comme mesure du monde? Et donc là, si c'était le cas, ça voudrait dire que la fétichisation, elle n'est pas loin de s'arrêter. Elle n'est pas prête, pardon. Elle n'est pas prête de s'arrêter. J'ai fait un lapsus. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Bon, tu as tout à fait raison de noter la concomitance entre la transmutation des photographies de Seydou Keïta en œuvre d'art et le lien à l'argent. Là, c'est vraiment quelque chose que dans la tradition marxiste doit beaucoup réfléchir, c'est-à-dire tout le lien. Moi, j'ai donc, comme vous savez peut-être, beaucoup travaillé sur la question de la gratuité. Et dans notre théâtre, la tarification, c'est 2 euros, 5 euros, 10 euros au choix du spectateur. C'est-à-dire, c'est à la fois, tout le monde peut venir autant de fois qu'il veut. Deuxièmement, on donne le signe que vous n'achetez pas quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas en avoir pour votre argent. Vous ne pouvez pas mettre votre esprit vous mettre dans cet état d'esprit où j'en veux pour mon argent. Le Louvre, c'est 15 euros. Vous allez à 2, c'est 30 euros. Vous rentrez, ça c'est imparable. Même moi, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que j'en ai pour mon argent. Donc, il faut que je ne vais pas sortir, je ne vais pas aller voir un tableau, 3 tableaux et sortir. Non, ce n'est pas possible. Et donc, je suis mis dans la position la position de l'esprit la moins disponible à la contemplation. C'est quelque chose qui détruit la beauté de la contemplation, qui est justement, et là donc ça a joué un rôle très important dans notre théâtre, dans la bonne ambiance, parce que les gens font un geste qui est juste, et puis dans les théâtres où il y a une tarification normale à 25 euros ou à 18 euros, etc., il y a toujours pour les anormaux des tarifs, mais il faut qu'ils montrent leur carte d'anormal. Le samedi soir, vous êtes avec votre conjoint, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va au théâtre? Non, c'est cher. Non, c'est pas cher. Là, tu es chômeur, tu montres ta carte de chômeur, c'est pas cher, etc. Moi, toi, tu es handicapé, tu es borgne, enfin, tous les... Le samedi soir, sortir pour montrer sa carte de handicapé ou de chômeur, c'est pas très sexy. Donc, il y a la télé, il y a le foot, et on est dans des situations, ce rapport à l'argent qui est intimement lié aussi à la fétichisation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Moi, ma perspective, c'est la semaine de 12 heures et toute la production symbolique gratuite, d'accès gratuit et de travail gratuit. Mais bon, c'est une perspective, on n'en est pas là, mais c'est une image, c'est pour dire... Bon, un premier roman, c'est toujours écrit sans être payé. Hein, donc, ensuite, bien sûr, le jazz, pourquoi le jazz l'a emporté? États-Unis, centre du monde. C'est ça le hasard historique extraordinaire de cette deuxième histoire. Elle est venue d'un monde qui était au centre.
Et donc, il y a de la musique africaine magnifique. Donc, ça commence, ça, parce que ça se rééquilibre aussi en même temps. Ça commence à faire un peu partie, mais ça reste quand même les musiques du monde, c'est-à-dire le monde sans le centre du monde. Tandis que le jazz, on ne va pas dire musique du monde. Le vocabulaire qui est autour du jazz, et ça s'est imposé parce que c'est des Américains. Et ça, c'est la grande puissance de cette partie du peuple américain qui a produit et qui, en fait, finalement, s'est appuyé sur la puissance américaine pour que l'expression bouleversante de ce qu'ils vivaient fasse partie du butin de toute l'humanité. Mais évidemment qu'il n'y a pas que 2 histoires, il n'y a pas que 3 histoires, il y en a 1000. Et que c'est la conversation entre ces histoires qui d'ailleurs se fait, hein, parce qu'il n'y a pas une musique africaine aujourd'hui qui n'a pas pioché des trucs dans la musique européenne ou dans le jazz. Et la musique européenne, même chose. Donc, c'est déjà, il y a du déjà là. Mais par contre, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire toutes ces catégories, la musique du monde, coiffure ethnique, enfin, tous ces trucs-là qui font que ça ne fait pas partie du centre du monde, c'est périphérique, gentil, oui, c'est magnifique, ça fait du bien, c'est joli, c'est coloré, etc. Mais ce n'est pas le centre de la production du sens de l'existence. Ensuite, j'écris tellement mal. Oui, le fétichisme éternel, sans doute. Sans doute qu'on aura toujours besoin d'objets dans lesquels on aura investi une puissance qu'ils n'ont pas comme objet, qui est une puissance symbolique et à laquelle on croira. Il y a des centaines de milliers de Français, dont des gens très intelligents, scientifiques, etc., qui communient à la messe du dimanche et qui croient que l'hostie, ce symbole, est le fétiche de la présence divine. Il représente quelque chose, il se passe quelque chose à la messe dans cette communauté des gens qui viennent et qui disent « nous représentons notre rapport avec la vie du Christ ». Mais cette chose-là, il la fétichise dans moi, je me souviens, j'avais fait visiter la cathédrale Notre-Dame à mon petit frère d'un de mes amis qui est du nord du Mali, qui lui était berger. Donc, il était arrivé en 80 quand il y avait eu la possibilité de faire des régularisations. Et je lui montre la chapelle du Saint-Sacrement, le tabernacle avec les lumières rouges autour. Je lui dis, tu vois, quand tu vois ça, ça veut dire qu'on a mis, c'est du pain et c'est... Il m'a regardé en rigolant, il me dit, j'espère que vous avez bien fermé la porte. Parce que le fétichisme des autres est toujours brutalement drôle. Mais je pense effectivement qu'on peut pas vivre sans et que c'est pas tellement grave. C'est grave quand c'est massif et que ça bloque. Par exemple, le fétichisme de la marchandise, c'est grave. Le fétichisme de l'art, je pense aussi que c'est grave parce que ça verrouille. Après ça, on a tous des objets fétiches chez nous. Hein. On a tous des objets auxquels on accorde à l'objet une valeur spirituelle ou ça m'a été donné par ma grand-mère, etc. Donc, qui sont pour une part fétichisés. C'est une des beautés de la vie humaine. Et puis, j'ai noté argent pour la dernière chose. Ah oui, la troisième. C'était le... Non, c'est pas tout à fait ça. Je peux dire juste un mot, Jean-Louis? Vas-y, Joseph. Je peux en dire plus qu'un. Oui, non, mais c'est juste pour te rappeler la troisième question de Jean-Marie, qui était les trois étapes: Dieu, l'homme, la machine. Ah oui, c'est ça. Oui. La machine. Je pense que... Je voudrais rebondir là-dessus après. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une fétichisation, peut-être pas de la machine, mais de l'argent, ça c'est certain, et de la quantité. Moi, je vois quand je travaille sur la gratuité, c'est très, très curieux. Là, par exemple, même j'écoutais la radio, il y a une liste de gauche, je crois, qui à Montpellier propose la gratuité des transports publics. Et tellement peur de cette audace
Enfin, la gratuité n'existe pas, il faut bien que, etc. Et donc, l'idée de la quantité, la mesurabilité des choses, etc., est devenue, on dit tout le temps, mais non, ça, c'est les gens ne vont pas accorder de valeur parce que c'est gratuit. Alors que notre vie quotidienne nous dit chaque jour le contraire. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, puériculteur, je vais faire des gestes éducatifs dans mon temps vendu, j'ai vendu mon temps, ça a un coût. Je peux même adhérer à la CGT pour dire que c'est plus cher, mon temps. Je rentre à la maison, je fais exactement le même geste avec mon gosse, c'est sans prix. Le geste que je fais avec mon gosse est d'un enjeu plus important que celui que j'ai fait, qui est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses sans prix aussi dans le temps vendu. Et donc, notre expérience et la langue française elle-même nous dit que sans prix, c'est des choses qui ont plus d'importance, plus de valeur que ce qui est évaluable monétairement. Mais c'est vraiment écrasé dans l'imaginaire des gens. C'est l'idée que le quantitatif, le gros, le lourd, le cher, etc., donne, c'est là que se trouve la valeur. Et ça nous bousille la vie, par contre. Il existe un livre excellent dont le titre est « La richesse, la valeur et l'inestimable ». Oui, c'est ça. Écrit par Jean-Marie Arrivé. Jean-Jacques, tu voulais réintervenir? Oui, justement, sur la troisième question de Jean-Marie, Dieu, l'homme, la machine. Oui, moi, ça me paraît très pertinent comme phasage, même s'il faudrait un peu creuser la dernière phase, parce que la machine est aussi elle-même le fétiche du capitalisme, d'une certaine manière. Vous me fait penser, vous vous souvenez de cette petite phrase qu'on a dénoncée, à juste titre ou pas d'ailleurs, dans des dizaines ou des centaines d'écrits, l'histoire du supplément d'âme. Je pense qu'il y avait une certaine pertinence dans cette phrase de Bergson. L'homme a besoin d'un supplément d'âme. En attendant mon tour, j'ai retrouvé la citation. Je vous la livre. Alors, c'est dans les deux sources de la morale et de la religion. Et il parle de ce corps démesurément grossi de l'homme qui, etc. et tout ça. Alors, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger, d'où le vide entre lui et elle. D'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide qui, pour le combler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts désordonnés et inefficaces. Il y faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette fois morale. Ne nous bornons pas à dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique appelle la mécanique. Ajoutons que le corps agrandi attend un supplément d'âme, le voilà, et que la mécanique exigerait une mystique, etc. Alors, moi, je vois déjà dans cette petite phrase-là, je vois un contresens dans l'utilisation polémique et politique de la phrase sur le supplément d'âme. Je crois que Bergson avait très très bien compris une chose, c'est qu'effectivement, on était passé de Dieu à l'homme était en train de se faire bouffer par la machine, et il était très important de revenir à une certaine mystique, justement. Et je crois que, je ne sais plus qui a le premier, oui, c'est Malraux qui a le premier repris cette citation au positif, et après, nous avons été des dizaines de communistes ou assimilés à la reprendre au négatif en la dénonçant, en la confondant quelque part avec fonction décorative, fleurs à la boutonnière, etc. Pardon ? Ou pieuserie. Oui. Ouais. Et ce que je trouve amusant aussi au passage, c'est que ce bouquin de Bergson est à peu près contemporain de Walter Benjamin et de l'art au temps de sa reproduction mécanique, qui était aussi une des conditions de sa marchandisation. Et là, quelque part, la boucle est bouclée. Alors, le mot âme, je crois que ce que les communistes, les matérialistes, philosophiques, etc., ne gobaient pas, c'était le mot âme. Oui, c'est avec ça. tout ce que ce mot charrie comme croyance dans le surnaturel, etc. Si on remplace le mot âme par sens, ça devient très éclairant. On n'a pas donné de sens à cette augmentation de nos capacités.
il faut Ouais, vas-y. Je disais avec cette différence que peut-être ce qui était le plus discutable dans l'expression, c'est non pas le mot âme, mais le mot supplément, qui renvoie à une sorte de quantification, Oui. alors qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une transformation rendue possible dans le rapport à l'art. Oui, tout à fait. Alors que Bergson ne demande qu'un rééquilibrage, d'une certaine manière. Mais je pense que si on prend la notion de sens, produire le sens, le sens de ce qui se passe, de ce qu'on vit, de ce qu'on touche, de ce qu'on fabrique, de ce qui nous réunit, etc. Peut-être que c'est là, quand je parle de la production du champ symbolique, c'est peut-être ça, la production des outils, des éléments du sens qui font que on remplit effectivement des zones qui étaient. Enfin, c'est d'ailleurs des choses très pratiques. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone portable? Oui. C'est des questions morales très quotidiennes. Et la réponse, je dirais, vieux pépère, bah non, c'est des conneries, etc., elle n'est pas satisfaisante. Parce que Le téléphone portable, c'est mon doudou. Oui. Toi, tu as trouvé le sens déjà. Tu as trouvé le sens. Non, mais c'est bien d'avoir parlé du sens, parce que ça nous ramène à la théorie du trèfle à quatre feuilles, définition de la culture comme trèfle à quatre feuilles. Il y a le savoir, il y a le sens, le sensible et le symbole. C'est les 4 pieds du tabouret. Enfin bon. J'ai envie quand même de t'interpeller, Jean-Louis, sur le rapport que tu établis entre tes représentations, justement, et la situation que tu évoques, et puis la pensée de créolisation, enfin, tout le travail qui a été produit justement par des... par Glissant et Chamoiseau. Par Chamoiseau notamment, mais surtout le plus grand derrière, je ne sais plus comment il s'appelle. Édouard Glissant. Voilà, Édouard Glissant. Comment toi, est-ce que tu établis un rapport justement entre ces représentations originales, justement, la construction parce que tu dis aujourd'hui, on est quand même dans une problématique. Il y a un ami qui, la semaine dernière, évoquait sa recherche, ou en tout cas le sentiment d'un grand vide, avec une perte complète des grands mythes qui finalement nous constituaient et qui pouvaient nous donner cet espace commun, symbolique, qui nous permette de vivre ensemble et de nous projeter dans l'avenir. Est-ce que ce que tu évoques, c'est aussi la rencontre de mondes qui se sont ignorés qui se sont exploités, qui se sont servis l'un de l'autre, enfin en tout cas au moins pour la partie blanche et occidentale du reste du monde. Et aujourd'hui, est-ce que c'est justement la perte de ce grand mythe de domination blanche qui est en train de s'effondrer et qui peut représenter une espèce de grand vide et puis peut donner, alors bien sûr il y a d'autres facteurs, hein, je pense en particulier à l'effondrement, je dirais, du communisme, enfin en tout cas de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est et que certains ont qualifié de communisme mais qui n'en est pas. Voilà, est-ce que tout ça, ça fait partie, je crois, de la recherche aujourd'hui de nouvelles perspectives pour l'humanité. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et en tout cas, dans un rapport qui n'est plus un rapport où l'autre disparaît. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand même, la marque de la domination capitaliste européenne, colonialiste, ça a quand même été de faire disparaître toutes les représentations culturelles de l'autre pour pouvoir asseoir sa domination et l'exploitation des territoires, des mines et des hommes. Oui, ça a été complètement qualifié, effectivement. Alors, le créolisation, ça fait partie de ça, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'un des éléments, par exemple, nous, on parle une langue qui est un créole du latin. Ça porte beaucoup de choses, ça apporte beaucoup de choses aussi. Parce que bon, c'est l'histoire qui fait, et quand Glissant ou les Antillais développent cette idée-là, c'est aussi une revendication de relégitimation. On est là, on est dans le jeu, et vous n'avez qu'à regarder dans ce jeu, observer, arrêtez de vous aveugler, vous allez voir
qu'il y a toutes ces choses-là qui se sont mélangées. Maintenant, moi, j'ai pris plutôt la métaphore, qui d'ailleurs, ça n'efface pas du tout ça, qui est un élément de la chose. J'ai pris plutôt la métaphore de la conversation. C'est-à-dire, on est plusieurs, on se parle, on s'influence. Parfois, au contraire, on fait des ruptures, etc. Mais c'est la globalité de la conversation qui est l'objet, disons. Et donc, dans cet objet, dans ce qui se passe dans la conversation, il y a en effet ça. Il y a en effet de la créolisation ou de l'apprentissage du latin et du grec classique, etc. Ça fait aussi partie, mais on en parle. On s'en parle et tout ça, c'est cette mise en conversation, quand je disais là, ce qui est pour moi l'axe des politiques culturelles françaises à l'étranger, on va vous apprendre les bonnes pratiques qui sont les nôtres, on va vous apprendre à parler le français justement sans le créoliser, on va vous apprendre à être un vrai acteur de théâtre, un vrai artiste, etc. Et c'est exactement ça alors que ça serait intéressant de dire, ben non, nous on a là par exemple, on utilise ces marionnettes comme ça, c'est pas du tout comme vous le faites quand vous réunissez des gosses autour d'un guignol, ou bien c'est autre chose. Et, ah bon, etc. Et ça va forcément s'influencer. Ne serait-ce simplement sur des questions techniques. Moi, je vois par exemple, il y a un très bon marionnettiste au Mali qui a travaillé avec les grandes personnes, les gens qui font les grandes personnes, qui sont ces grandes marionnettes qui sont en banlieue parisienne. Il a fait, lui, des grandes personnes. Ces grandes personnes existaient déjà dans la culture malienne de la marionnette, c'est-à-dire des marionnettes de taille, par exemple des animaux, un porc-épic qui a la taille d'une personne, etc. Ça existait déjà. Mais lui, il a fait, et c'est incontestablement des grandes personnes maliennes. Leur façon de bouger, leur façon de... D'ailleurs, le Mali a habité cette technique qu'il a pris ici. Et la conversation peut continuer. C'est-à-dire que les deux restent dans leur singularité. C'est ça aussi, quand on dit la conversation, c'est-à-dire, moi je me méfie beaucoup du mot universel, parce que souvent il est là pour écraser la singularité. Ce qui est beau dans un artiste, c'est pas qu'il soit universel, c'est qu'il soit singulier. Et que, étant singulier, il parle, mais parfois il faut des traducteurs, parfois il faut il peut parler à des gens. Par exemple, si on regarde un spectacle de No, au premier abord, si on n'a pas été un tout petit peu initié, c'est difficile de ne pas se faire chier comme un rat mort. Donc, la conversation va faire que peut-être, moi, en tant que acteur de la vie théâtrale, je vais utiliser des choses de cette conversation entre le no et moi. Peut-être que lui va prendre des choses, mais ça restera toujours singulier. Hein? On est tous le métissage d'un homme et d'une femme, et on est tous différents de nos parents, de nos frères et sœurs, etc. Donc c'est cette conversation des singularités, c'est ça qui est à construire, et notre système concentrique, hiérarchisé, pyramidal, etc., est très très peu propice à ça. Tu as une très chouette définition de ta conversation, c'est on se change en échangeant. Oui, c'est ça, oui. C'est aussi une presque citation de Glissant définissant la créolisation, justement. Ouais. Non, mais c'est très fort. Hein, la pensée de Glissant, l'idée de mondialité, moi j'ai repris, c'est un concept de Glissant, qui est dans le sous-titre de mon livre. Hein. C'est-à-dire Bonjour, excusez-moi, je suis sous le nom User. En fait, c'est parce que je n'ai pas su entrer mon nom. Je m'appelle Catherine Bernard. Et je vous appelle des États-Unis où je suis enseignante à l'université State University of New York. Et en fait, Édouard Glissant était le directeur de ma thèse. Ah. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir comme ça un petit peu anonymement. Je peux peut-être mettre ma vidéo, remarquez, ça on verra un peu mieux. Je ne sais pas si ça a marché. Oh. Non, ça ne marche pas pour l'instant. Mais écoutez, ce que je pense était très important par rapport à l'idée de créolisation et de Glissant, c'est qu'il définissait ça comme, en fait, essayer d'échapper à l'idée de concentrisme que vous évoquiez il y a une seconde, et qui, en lui-même, cette idée de cercle, présuppose qu'il y a un hors du cercle et l'intérieur du cercle. Donc, je pense que c'était déjà au niveau géométrique quelque chose d'intéressant et au niveau spatial à ce moment.
aussi. Et la deuxième chose qui me venait à l'esprit quand j'écoutais les commentaires, c'est qu'il y a quand même une dimension très politique chez Glissant de la créolisation. Et que, en fait, son propos, c'est aussi un propos de résistance, je pense, qui est très important. Et je pense aussi à la culture africaine-américaine, dont les Caraïbes font partie d'une certaine manière, puisqu'il y a quand même la descendance africaine qui est commune à toutes ces populations et ces différentes cultures. Et je pense qu'il se, comment dire, j'ai les mots en anglais, je n'ai pas les mots en français, je suis désolée. Il se positionne en fonction d'un système dominant, donc de culture. Et la créolisation, c'est un processus qui permet de dérégler un peu ce système. Et de dérégler aussi la notion d'espace fermé, qui est très importante pour toutes les cultures dominantes, parce qu'il y a le centre et la périphérie, comme on connaît. Voilà, c'était simplement, je voulais dire ça, parce que ça m'intéresse. J'ai fait moi-même une thèse sur l'importance de la créolisation ou des interférences culturelles entre différentes communautés. Je suis historienne, je ne suis pas du tout, on peut la lire philosophe. Pardon? On peut la lire? Ah non, je n'ai jamais publié. J'ai publié d'autres choses, mais je n'ai jamais publié ma thèse. Mais j'ai bien l'intention d'écrire un livre, là, justement sur ce… En fait, cette thèse, elle était fondée sur l'observation de… Je suis une africaniste d'origine. Jean Laude était mon premier professeur, enfin, directeur de thèse, et c'est Glissant qui a pris la suite. Je travaille sur les textiles africains. Et j'avais l'idée d'aller voir ce qui se passait dans les Caraïbes et aux États-Unis par rapport à une espèce de transmission culturelle par rapport à des textiles. Et donc, et à l'époque donc de l'esclavage et du mise en passage. Et je suis allée aux États-Unis, j'ai fait des études, j'ai fait de la recherche là-bas, et j'ai écrit donc ce doctorat d'État sur la transmission d'éléments culturels depuis l'Afrique aux Caraïbes et au sud des États-Unis. Mais j'espère un jour… Oui, il va falloir que j'écrive le livre un jour. Alors, je vous signale, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on vient de lancer à Bamako un éditeur numérique qui a un énorme succès. En quelques semaines, on a 7000 bouquins qui ont été téléchargés et dont la collection de livres qu'on propose est très liée à des problématiques qui sont des enjeux en Afrique et qui du coup sont des enjeux pour le monde entier parce que c'est des livres très intéressants. On a notamment publié les mémoires de Frédéric Douglass, qui est en effet. un livre absolument fabuleux. Et justement, c'est un livre comme ça, par exemple, est mis à la périphérie. Alors que c'est un livre central dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de l'humanité contemporaine. Et dans l'histoire de toutes les luttes de résistance, qu'elles soient africaines ou indépendantistes, etc. C'est un livre vraiment d'une profondeur et donc et là, les jeunes Africains, ils se le partagent par centaines. Et donc, je vous dis ça parce que ça m'intéresse ce que vous écrivez. Je peux l'écrire en anglais ou en français, mais je pense que j'aimerais bien écrire un livre en français parce que j'ai abandonné un peu la langue française. La bilingue aussi, c'est bien. Ça, c'est pas un problème. Sur notre émission. Non, je vous dis ça simplement parce qu'on peut rester en contact. Et ce que vous dites là sur les tissus et tout ça, je pense que ça intéresse. Je peux vous mettre dans le chat, là, je peux vous mettre mon adresse email si vous voulez. Oui, alors il faudra que je sache m'en servir. Vous allez dans le chat. Enfin, je ne sais pas comment c'est en français. En anglais, c'est chat, c'est au bas de la page. Oui, je vois. Sur le côté. Je mets mon adresse personnelle qui est un Gmail et puis l'autre à la fac. Rien. Ah si. Et sinon, je dois avoir… c'est Bernard. C'est Bernard 1000. Ouais, à Gmail. Gmail.com. Oui. Pourquoi, Jean-Louis? Bon. Oui, je le vois, je vais le noter. J'ai donné celle aussi qui est mon adresse à l'université à laquelle je suis attachée. Mais oui, les textiles sont très, très intéressants en fait parce que d'abord, ils sont faits par les femmes. Alors, je vois qu'il y a 2 femmes ici qui sont sur le plateau, je dirais. Et c'est très important parce qu'elles étaient fondamentalement les instruments de préservation des cultures, encore une fois, africaines-américaines.
Et elles étaient aussi d'énormes réseaux de résistance. Parce que dans l'art textile, elles faisaient passer des tas de codes secrets, des tas de trucs qui étaient inscrits pour aider les esclaves qui étaient échappés à se retrouver sur le terrain. Enfin, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui sont très intéressantes. Ça m'intéresse énormément. Au Mali, par exemple, il y a un grand personnage de la résistance anticoloniale qui est Koumi Diosé, qui a été tué. Il avait fait une résistance à la conscription en 1915, et donc il est mort, il a été battu. Et les femmes de ce coin, c'est un endroit où il y a une forme de tissu qu'on appelle le brelan. Ouais. Et là, elles avaient fait un tissu, elles avaient fait un motif qui était un motif Koumi Diosé, qui était un motif de résistance. Mais les colons ne savaient pas. Donc les femmes se promenaient avec un pagne très beau graphiquement, mais qui leur crachait à la gueule. Moi, ça m'intéresse particulièrement. Je suis journaliste pour différents supports, dont RFI. Donc, ça pourrait être un sujet très intéressant. Écoutez, je ne sais pas si vous parlez des femmes maliennes ou des femmes africaines-américaines. C'est un peu différent quand même, mais je pense que c'est… africaine-américaine, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui sont… Depuis que j'ai fait ma thèse a été finie en 87, donc ça date un peu. Oui, voilà, un petit peu. Yeah. Arrivé à lire. She will provide, trusting God, she will provide. C'est la femme. Et il était où ce papette? Il était où ce tissu? D'où? Un tissu qui a une bonne trentaine d'années, c'est peut-être 40, qui vient de Guinée. Je suis désolée de ne pas avoir la vidéo, j'essaie d'aller dans… Non, pas grave, mais… Je n'arrive pas à trouver votre mail. Et qui avait été… Il faut aller dans le chat. Je l'ai là. Dans Converser, oui, le chat. Oui, enfin, voilà, moi j'ai la version anglaise, c'est pour ça. Ah ben, il y avait aussi des choses en anglais d'ailleurs sur ce tissu. Oui, j'ai vu, nous croyons en Dieu ou un truc comme ça. Oui. Elle est noire. Nous croyons en Dieu, elle est noire. Oui. Mais c'est un propos Non, trust in God, she will provide. Ouais, c'est bien aussi, oui. Ben oui, bien sûr, parce que quand même, en Guinée, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est les femmes qui sont sur les marchés et qui… Oui. Et c'est un titre qui a été sorti à l'occasion de la première journée internationale de la femme. Année que les planteurs d'ananas martiniquais avaient subrepticement subtilisé dans un slogan qui disait « C'est cette année l'année de l'ananas ». Donc il y a bien 30 ans, si ce n'est pas plus. Ouais, excusez-moi. Mais ce sont des sujets très intéressants. Et je pense qu'aussi, puisque vous parliez de l'art, c'est pour ça que j'ai joint, je suis désolée, j'ai joint en retard parce qu'avec le décalage horaire, ce n'est pas toujours très facile. Mais ce qui m'intéressait, c'était que vous parliez d'art, en fait. Et donc, souvent, quand on parle d'art, et c'est pour ça que j'avais choisi ce sujet il y a bien longtemps, c'est qu'on parle des arts, la sculpture, la peinture, les grands arts, l'architecture, tout ça. Et en fait, on ne parle pas très souvent de ce qu'on appelle les arts mineurs, qui sont en fait des choses qui sont tellement inclus dans la famille ou dans la communauté, et non pas justement dans les choses un peu élitistes dont les écoles d'art font partie, mais on fait de l'art dans son village, dans sa petite ville, dans sa famille. Et donc, ça transmet des choses qui sont en fait très, très intéressantes. Et peut-être plus que ce qui sont c'est les grands mythes dont je vous entendais parler un petit peu plus tôt. Ce sont des mythes qui se fabriquent eux-mêmes, en fait, et qui, justement, ne cherchent pas à se rattacher nécessairement à ceux qui sont un peu dominants et qu'on connaît si bien. Donc, tout ça, c'est des choses qui m'ont intéressée. En fait. Voilà. Oui. J'ai pris un pot avec le… Attends, je suis Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions ou choses à partager? Je voulais juste m'excuser de devoir vous quitter.
Salut Jean-Jacques, à une prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. En fait, je voulais juste rajouter que j'ai été inclus dans le groupe grâce à Marie Estripo-Bourjac. Et voilà. Tout à fait, mais je me souviens de toi. Il y a Bon. C'est qui parle? Dominique Delougne, que tu as rencontré avec Marie, justement. Ah, d'accord. Et ça. D'accord. Ah bon, ben c'est super, alors on s'est déjà vu. C'est bien, je suis Voilà, désolée. tout à fait. La prochaine fois, je vais. D'accord, oui, oui. Mais je crois qu'effectivement, vous êtes un peu en contre-jour, mais je peux vous voir. Et Marie Estripo. D'ailleurs, j'étais super contente parce qu'elle m'a envoyé un email en disant que, en fait, j'avais participé à une conférence qui n'a rien à voir avec les textiles ou la créolisation. Mais donc, et le texte de cette conférence va être publié. Je pense qu'elles ont réussi finalement à pouvoir faire publier le livre, ce qui avait l'air d'être assez compliqué. Donc, c'est chouette, quoi. Absolument. Bien. Dominique, c'est toi le maître de cérémonie. Écoutez, non, je crois qu'effectivement, on a beaucoup échangé, beaucoup appris. On s'est réalisé. Ou alors, comme disait notre ami Jacques Ralit, on s'est beaucoup fertilisé de manière croisée. J'aime bien ça. Fertilisation croisée. Et je trouve cette formule tout à fait passionnante. Mais justement, pour pouvoir se fertiliser de manière croisée, il faut la conversation dont tu parles, Jean-Louis. Donc, je pense que c'est pas mal de rétablir cette idée, cette image dans une période justement où tout est fait pour séparer, je dirais, les hommes, les femmes, les populations, et donc refaire du commun, c'est une grande question aujourd'hui. Et la conversation est un des moyens justement, et pas faire du commun pour s'aligner, pas faire du commun uniforme qu'on a connu dans certaines représentations françaises comme étrangères. Et donc, mais faire du commun justement en partageant. Donc ça me paraît être une excellente piste justement pour l'avenir et un bon chemin d'émancipation. Parce que ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ta démarche justement, c'est de travailler sur cette notion d'émancipation et d'en faire un objet à la fois de réflexion et d'action. Oui, c'est une belle formulation, je trouve. Oui. Moi, je voulais signaler un livre que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre de Leonora Miano, tu connais peut-être? Oui. Voilà, c'est Elle des astres éteints. Et c'est un livre justement, alors ça ne parle pas directement de l'art, mais ça parle de l'identité et des assignations à une culture, des assignations à une couleur, et qu'il faut arriver à dépasser à un moment donné. Et c'est un très beau livre, très intéressant, je trouvais. Vous pourriez nous le mettre dans la conversation, peut-être, le titre? Oui. Ah oui. C'est une auteure de théâtre aussi, Oui. Leonora Miano. Je marque où, je ne sais plus. L'assignation, en fait, c'est ça, on revient en fait au cœur du nœud qui rend la chose tellement compliquée, qui est l'invention de la race blanche et le fait qu'elle soit devenue une espèce d'évidence pour tout le monde. Elle fonctionne toute seule, quoi. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui est sur quoi on peut travailler, qui est très, très, très intéressant à travailler, dégommer cette affaire-là. L'assignation à résidence, par exemple, la plupart des enfants français, quand ils ont des signes sur leur corps qu'ils ont un lien avec l'Afrique, quand on leur demande d'où tu viens, on ne demande pas à la personne, on demande à la pigmentation. D'où vient ton corps? D'où vient ta couleur? Si c'est Noémie, d'où tu viens? Moi, je suis à Mantes-la-Jolie, mais la famille, elle vient plutôt de Bretagne, mais je suis à Mantes-la-Jolie. Et si Mamadou répond, moi, je suis à Trappes, et en fait, mais je suis né à Bordeaux, c'est pas la bonne réponse. Voilà. La bonne réponse, c'est je viens du Mali, etc. Alors que le gamin, la personne, on n'a pas posé la question à la personne, on a posé la question à la race. Et donc, ça provoque une curiosité. Ouais, mon fils, qui est l'enfant d'une longue lignée de française et d'une longue lignée malienne, si on lui demande
d'où il vient, c'est pas pour s'entendre dire que son arrière-grand-père était amiral de la flotte française. C'est pour qu'ils disent je viens du Mali. Parce que sa couleur a submergé l'imaginaire. C'est tous ces phénomènes-là, alors qui sont, quand je citais la disparition de la race jaune, c'est très encourageant. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent se passer et avoir des effets massifs et produire une évidence contraire, mais on peut aussi y travailler. Donc moi, ce que j'essaye dans cet excellent ouvrage, enfin, dans beaucoup d'ouvrages d'ailleurs et de réflexion et dans mon travail artistique, c'est justement ça, c'est-à-dire de se dire, bon, ben, on est des êtres humains, on se parle, on est tous, effectivement, la couleur de la peau, ça a une importance au niveau esthétique, peut-être même érotique, etc. Ça fait partie de la personne, mais ça n'assigne pas des gens dans une race. Et ça, c'est très... mais le problème, c'est que ça marche tout seul. Donc, il faut vraiment poser la question. Et quand on pose la question, souvent, ça provoque un peu de gêne. Parce que les gens ne savent pas trop comment... donc, comment aussi poser la question, c'est une vraie question politique. Comment poser la question sans agresser les gens? Je pense que ce que vous dites est très intéressant, puisque, bon, moi, si je peux parler du point de vue des États-Unis, donc... Par exemple, chaque fois qu'on a à remplir des papiers, mais n'importe quel papier, hein, même pour voter, mais que ça peut être aussi pour faire une demande à la banque ou autre, il faut qu'on précise quelle race on est. Alors, on est blanc, ils appellent ça caucasien, on est black, alors là c'est la couleur aussi, on est black, on est des îles, etc., etc. Et il faut quand même savoir que là, il y a une loi aux États-Unis qui veut dire qu'une personne est considérée noire si elle a 1/32e de sang qui provient d'une personne de sa famille, de son ascendance noire. Mais c'est des faits, ça. Hein. Je veux dire, comme ça fonctionne toujours. Hein. Et donc, quand je vous entends parler, je comprends tout à fait l'importance, effectivement, du langage, quand on convient à définir ce qu'on est ou qui on est, mais quelquefois, ça fait partie aussi des législations. En fait. Oui, bien. Et là, ça devient... Alors, Obama, il portait un t-shirt l'autre jour qui disait que est-ce que j'ai choisi d'être noir? Et il a répondu non, c'est par accident, mais j'ai eu de la chance. C'était évidemment une grosse blague, quoi. C'était le t-shirt qu'il portait il y a quelques jours à une convention, etc. Donc, mais parce que, bon, bien évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter, il y a toute une récupération de cette idée d'être noir, non pas justement comme une forme d'oppression, mais une forme, de nouveau, comme on parlait un petit peu plus tôt avec Glissant, de résistance. Et avec un bon sens de l'humour aussi. Mais je pense qu'on est en train de passer à autre chose. Peut-être pas aux États-Unis, mais je crois qu'on n'est pas loin de passer à une vraie déracialisation. C'est-à-dire que l'idée de « mais pourquoi tu me parles de race ?» Et ça, je le vois chez les enfants déjà. Enfin, chez les enfants, c'est à la malienne, chez les jeunes gens. Ouais, mais pourquoi tu parles de ça, je ne suis pas sûre, hein, mais peut-être en France. Je ne sais pas si vous allez dans le 93, je ne sais pas si les gens vont dire ça. Je vous parle de la banlieue parisienne Seine-Saint-Denis. Je vous parle depuis le 93, là où je suis. Ah oui. Là, vous voyez, je suis dans le 93. Non, mais moi, c'est ma vie. Hein, c'est ma vie. J'ai une grande partie de ma famille est noire. Parce que voilà. Donc, c'est les gens. Mon fils et sa maman est malienne, et il peut pas dire qu'il est de la même race que moi, par exemple. Donc, ça veut dire que le mot race, mais quand on dit ça aujourd'hui, ici, dans la jeunesse en France, c'est des conneries. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est d'une importance énorme dans l'histoire de l'humanité. Ça se passe au Mali même. Hein, je vois les jeunes Maliens, c'est la même chose. Bon, ouais. La revendication d'être noir reste là, traîne encore un petit peu comme résistance à la domination blanche, mais je crois qu'on est vraiment sur le bord de passer à autre chose. Alors, les États-Unis, c'est un peu particulier, hein, c'est un pays qui vote Trump, mais
Ouais, Non. c'est un peu du bon Trump. Non, pas vraiment. Hein. Trump, il a été battu de plus de 2 millions de voix au suffrage universel. Hein. Exactement. En Ouais. Et je 2016. ne sais pas si c'est aussi simple parce que Oui, je crois que ça a quand même de longues années devant nous parce que à rester quand même avec des catégories comme ça, blanc, noir. Parce que le métissage, c'est pas si facile. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont métis et quand ils sont en Afrique, on les voit comme blancs et quand ils sont en France, on les voit comme noirs. Et en fait, beaucoup de métis ont du mal à trouver leur place parce qu'ils sont entre deux. Alors, il y a un métissage peut-être intellectuel, spirituel, culturel qui est positif et qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler. Mais même encore maintenant, c'est pas si simple d'être métis. C'est entre les deux et un peu nulle part, quoi. Évidemment, ça va durer, c'est pas du tout fait. Ce que je veux dire, par exemple, moi, je suis plus malien que mon fils. Parce que lui, c'est dans les gènes, mais le Mali, il ne connaît pas. Moi, je parle le bambara, lui, il ne parle pas. J'ai une grande partie de mes relations humaines, de mes perspectives humaines, etc., qui est au Mali. Donc, le Mali m'a construit, la France m'a construit. Lui, c'est la France qui l'a construit, c'est un petit Français. La racialisation fait qu'en France, encore que je crois que ça ne lui arrive pas trop, on est en Seine-Saint-Denis, on est en Seine-Saint-Denis. On ne va pas le classer dans les blancs, ça déjà, ça c'est clair. Mais cette classification est absurde, c'est une invention vaine en fait. Et puis au Mali, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'au Mali, les gens sont étonnés de voir qu'ils ont des cousins français. Parce que le petit Français qui arrive là-bas, il ne parle pas bambara. Ce n'est pas parce qu'il a une couleur ou un nom, ce n'est pas parce que c'est un cousin qu'il est malien. Donc il y a cet étonnement. Et cet amusement, moi je vois bien parce que j'y suis allé quand même quelques fois avec mon fils chez ses grands-parents, tout ça, ça fait un peu bête curieux, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, c'est notre cousin, mais c'est vraiment le petit Français. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est où est la vérité de la construction de soi. Et moi je sais, par exemple, j'ai vu beaucoup de jeunes Français qui ont une ascendance au Mali, qui étaient, tant qu'ils n'avaient pas... Bon, alors donc ils avaient toute une série de fantasmes autour de ça. Ouais, je suis malien, etc. C'était vraiment des petits Français. Mais le jour où ils font le voyage, le vrai voyage, le voyage intérieur dans le pays de leurs parents, c'est-à-dire où ils deviennent réellement et français et maliens, ils n'ont plus aucun doute. Et au fait, le racisme, à ce moment-là, les blesse beaucoup moins. Parce que bon, bah, ils sont bien dans leur basket, ils ont compris qui ils étaient. Mais c'est compliqué. Moi, je vois, comme je dis, je parle bambara. Si j'avais fait tout un travail avec des jeunes de Fresnes sur le thème jeunes noirs et français. Ils étaient quasiment tous des jeunes d'ascendance ouest-africaine. Je parlais à un moment donné, j'essayais de leur faire dire la vérité sur eux-mêmes. Parce que c'est des enfants, quand ils accèdent au langage, ils y accèdent en français. Ils choisissent la langue de la télévision. Ils choisissent même pas. C'est la langue de la télévision et de la crèche qui les saisit et pas la langue des parents. Donc, à un moment donné, on parlait de ça. Tu parles quoi? Tu rêves dans quelle langue? Tu penses dans quelle langue, etc. Et il y a une jeune fille qui me dit, ouais, non, moi, je parle bien bambara. Je commence à converser avec elle. Non, monsieur, non, monsieur. C'est-à-dire, c'était pas vrai. Mais elle avait besoin de dire que c'était vrai. Et que c'était formidable ce travail. On a travaillé pendant 9 mois parce qu'après ça, ils étaient tranquilles. Moi, je leur ai dit, faites le voyage, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligés. Si vous le faites, faites-le, vous verrez, ça vous fera du bien. Ne dites pas que vous êtes malien si vous êtes français. Et ne laissez jamais mettre en doute votre francité, votre légitimité à constituer le peuple et à hériter de son histoire. Et ça, les enfants, quand on leur tient ce langage, ça leur dit... Ce n'est pas gentil. Comment? Bien. Est-ce qu'il y a une dernière réaction? Une dernière... Vincent? Mais moi, je n'ai pas de théâtre. Je n'ai pas de réaction. Je suis enchanté, c'est tout. Je me félicite de ces échanges et de ces questionnements. Et je pense que ça sera prolongé. J'ai simplement trouvé en Jean-Louis, je n'en suis pas étonné, quelqu'un de plus optimiste que moi, ce qui est quand même n'est pas n'importe quoi. Mais je te remercie beaucoup en notre nom et au nom de tous pour
ton intervention et bien sûr, ça donne envie de lire ton bouquin. Voilà. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci, Ouais. bonsoir. Bien, au revoir à tout le monde. À Merci bientôt. beaucoup. Allez. Jean-Louis, Merci. Jean-Louis, j'ai bien pris note de ta réflexion sur le rapport entre universel et singulier, et tu as dû noter que pour les prochaines rencontres en décembre, la question de l'universalité est posée de manière explicite, et donc ta contribution est attendue avec grand plaisir. D'accord. C'est une question très importante. Oui, tout à fait. Merci Jean-Louis en tout cas, et Ouais. je te dis Merci à à vous. très très bientôt. Et belle, Ouais. on ne se revoit pas Merci. d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Salut à toutes et à tous. Et à toutes. Au revoir. Au revoir.